RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros. C'est la dernière aujourd'hui à Superbès. Et boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis chez Deal for Speed. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, pas de souci. Donc moi je suis Maxime Jandel, donc je suis le fondateur de Deal for Speed. Donc voilà un nouveau concept que j'ai ouvert sur la région de Nancy, à Pulnoy exactement. Donc c'est un endroit où je pratique essentiellement du dépôt-vente pour des véhicules typés plus premium, où j'essaie d'allier la passion et puis en même temps de pouvoir accompagner les gens dans la vente de leurs véhicules. Ok. Voilà. Ok, et vous êtes ouvert depuis combien de temps? Là je me suis installé depuis mai. Ok. Donc c'est assez nouveau, ouais, effectivement ça vient d'arriver. Donc en plein développement pour l'instant, hein, forcément. Là, principalement, ce qu'il fallait au début, c'était faire des travaux dans le bâtiment là où on est aujourd'hui. Il y avait un peu de boulot quand même. Donc, première étape, faire des travaux, essayer de faire un beau showroom, un beau garage pour que les gens, quand ils viennent, que ça soit agréable. Voilà, oui. Qu'ils retrouvent quand même un côté un peu, on va dire un peu classe, on va dire ça comme ça. Et puis, par la suite, trouver des véhicules à vendre. Hein, parce que sans véhicule à vendre, je risque pas d'en vendre derrière. Donc, voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Mais comment ça se passe du coup pour... vous choisissez tous les véhicules qu'il y a là, mais vous les choisissez comment? Sur d'autres garages? Non, alors en fait, là les véhicules qui sont ici, ils appartiennent tous à des particuliers, en fait. Donc c'est vraiment de la prospection un peu pure, hein, donc c'est regarder un peu les véhicules qui sont en vente sur le marché de l'occasion, des particuliers, et puis d'aller vers eux, les solliciter pour leur proposer ma prestation. Donc ce que j'ai remarqué qu'en fait sur les véhicules, on va dire plus typés premium, il y avait un marché qui était assez compliqué en fait pour les vendeurs, parce que déjà c'est des véhicules généralement qui valent des fois une certaine somme, et aussi bien souvent les gens quand ils veulent un véhicule comme ça, ils sont plus rassurés d'acheter chez un pro. Donc acheter en particulier ça se fait, mais quand on a l'avantage d'avoir l'étiquette pro, il y a plus de chances de pouvoir vendre ce véhicule. Donc c'est pour ça que j'ai préféré amener ça. Il y a des confrères qui font déjà ça aujourd'hui, hein, qui font du dépôt-vente, pour pas trop les citer, un peu les Vigo, les Transacoto, les choses comme ça, qui fonctionnent très bien aussi, hein, qui ont leur part de marché et ça marche très bien pour eux, donc je suis pas là pour les dénigrer, au contraire. Mais voilà, moi j'essaie vraiment de garder quelque chose plutôt typé premium, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez moi, ou quand quelqu'un a un beau véhicule à vendre, qu'il puisse penser à moi, pour se dire voilà, il va venir ici, parce que ça va être de la passion déjà avant tout. Parce que c'est vraiment ce que je mets en avant. Moi je suis un passionné de voiture depuis tout petit, donc c'est pour ça que mon rêve c'était d'avoir un lieu comme ça, justement, de pouvoir le faire. Donc ça a mis du temps, hein. Moi au début j'ai commencé, je vendais des pâtes, hein, donc rien à voir. Donc du coup je me suis un petit peu, j'ai fait plusieurs expériences, j'ai vendu des pâtes, des ordinateurs, des copieurs, et puis au bout d'un moment je me suis dit pourquoi pas essayer de vivre de sa passion. Et puis après en créant des relations, du réseau, donc j'ai vu que j'avais potentiellement la capacité de le faire. Donc je me suis dit allez, je saute le cap et puis j'y vais quoi. Ah voilà. Vous avez bien fait. Du coup, vous vendez que des véhicules, vous dites premium. Oui. Donc vous pouvez un peu développer... Ouais. Alors quand je dis premium, c'est pas forcément de l'ultra luxe. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe la porte de chez moi, autant il peut effectivement trouver peut-être de la Ferrari, de la Porsche à 100, 150, 200 000 euros. Mais autant quelqu'un peut venir chez moi, comme je peux avoir une Clio RS à 20 000. Je peux avoir la petite MX5, là j'ai rentré un petit SLK par exemple, 55 AMG. On n'est pas sur du gros budget, mais voilà, ça reste du véhicule atypique, qu'on ne peut pas forcément trouver, on peut le trouver ailleurs, mais voilà, c'est des choses que j'aime bien mettre en avant, vraiment le côté passion, quoi. Mais il ne faut pas que les gens soient fermés à se dire oulala, je ne rentre pas dans ce garage parce que ça ne correspond pas du tout à mon budget. Non, pas du tout. Il y a quand même différents budgets. Ouais, bien sûr. Là aujourd'hui, j'ai du premier prix en dessous de 20 000 euros et ça va jusqu'à 150 000. Donc il y a quand même, on va dire, un panel qui est assez large pour pouvoir trouver son bonheur, quoi.
Est-ce que vous refusez parfois quand quelqu'un vous propose de passer par vous pour vendre son véhicule? C'est très rare. On va dire que si je refuse, ça va être parce que des fois, le véhicule a beaucoup de kilomètres. Ouais. Moi, j'essaie de prendre, d'aller maximum, idéalement, moins de 150 000 km. Après, il peut y avoir des exceptions. Là, j'ai un X2 qui a 170 000 km, mais bon, il a toujours été entretenu chez BMW. C'est une deuxième main. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent rentrer en compte. Après, ce qui est important aussi, bien souvent, quand on rentre des véhicules comme ça, c'est quand même ne pas se dire juste les rentrer pour les rentrer, mais c'est aussi vérifier un peu l'historique. Parce que il y a un peu de tout aujourd'hui sur le marché, malheureusement. Donc, si les gens viennent chez moi pour avoir la sûreté de passer par un pro, le but, c'est qu'ils n'achètent pas, comme on dirait, une merguez, on va faire ça comme ça. Donc, si c'est pour qu'ils achètent un véhicule qui a été accidenté, qui a été réparé aux quatre coins de l'Europe, c'est pas la peine, quoi. Donc, voilà, c'est la seule chose où je peux refuser le véhicule. Après, des fois, malheureusement, il y a des clients, ils sont pas au courant de ça. Donc, moi, ma mission, c'est justement de me renseigner un peu sur le véhicule, avec tout aujourd'hui, les histobèques, cartes verticales, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai tous les feux au vert, j'y vais, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que les véhicules ils restent longtemps ici ou ça part assez facilement? Il y a toujours. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, comme je dis, souvent, il n'y a pas vraiment de règles. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des voitures, par exemple, type Renault RS, choses comme ça. C'est un marché, il y a beaucoup de demandes. Donc, lorsqu'il y en a une, j'ai une Clio RS, une Mégane RS, elles sont restées en moins d'un mois. Donc, voilà, c'est des choses qui sont rentrées, qui sont sorties très rapidement. Après, forcément, plus on monte sur du budget qui va être important, plus le véhicule va rester un peu plus longtemps. Après, tout dépend de la demande aussi. Et puis après, c'est une question aussi de marché, tout simplement. C'est-à-dire que si la voiture, quelqu'un qui veut vendre sa voiture à 25 000 €, mais le marché il est à 25 000 €, moi forcément, si je jette ma commission, je vais être hors budget, donc c'est qu'il y a un problème de prix. Et ça aussi, c'est un peu mon rôle de conseil. C'est-à-dire que quand je sélectionne un véhicule, même si je sais, moi, au fond de moi, la voiture elle est trop chère, quand je la vois l'annonce sur Le Bon Coin, mon rôle, c'est aussi d'ouvrir un peu les yeux aux gens, de leur dire, voilà, aujourd'hui, votre voiture, vous n'arrivez pas à la vendre, c'est pas parce qu'elle est pas bien, c'est pas parce qu'elle est moche, mais c'est qu'il y a un problème de prix. Donc, et les gens se braquent pas vis-à-vis de ça? Des fois, il y en a qui peuvent se braquer, et ce que je peux comprendre, parce que souvent, c'est un investissement, donc malheureusement, les voitures, on va dire 80% des voitures aujourd'hui décotent, il y en a 20% qui montent en cote, mais là, on est sur du Youngtimer, sur du Ultra Luxe, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr que la décote, ça fait jamais plaisir. Mais malheureusement, quand il y a une réalité du marché, on ne peut pas aller à l'encontre, quoi. Donc, des fois, s'ils se braquent, oui, ils peuvent se braquer, mais ils peuvent toujours essayer de la vendre. Ils ne la vendront pas pour autant. Et c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui me disent non, on ne fera pas affaire, moi je reste comme ça. Ah oui, okay. Et puis qu'un mois après, ils me rappellent en me disant en fait, on va essayer avec vous parce que moi j'arrive pas, puis on va faire comme vous voulez, quoi. Ou des fois, c'est leur montrer, et ça peut arriver aussi qu'il y a des véhicules que je vais prendre parce que je crois en la voiture, même si je ne suis pas d'accord sur le prix de vente que le client en veut, je vais tout de même l'afficher. Et par contre, voilà, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, quand je vais lui montrer que j'ai eu 0 demande, 0 touche, ça veut dire que voilà, c'est qu'il y a bien un problème quelque part, donc là, il faut faire quelque chose sur le prix. Mais pour ça, il faut avoir une réelle connaissance du marché. C'est-à-dire que bien souvent, quelqu'un qui m'amène un C63, C63, il y en a plein sur le marché. Si moi j'en affiche un, que mon garage confrère il en a un aussi, c'est lui il l'a vendu au bout d'un mois, que moi ça fait 2 mois que je l'ai, alors que c'est la même voiture. Oui, parce qu'il y a un problème avec le prix. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est que forcément on était mal placé, quoi. Et en parlant du marché et des cotes, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais comment ça marche les cotes? Qu'est-ce qui fait que des voitures cotent et d'autres moins? Ça en fait, pareil, il y a plusieurs facteurs. Le facteur déjà aujourd'hui, ça va être tout ce qui va être un véhicule de collection. Donc ça, il y a toujours une très forte demande là-dessus. Le côté un peu vintage qui revient un petit peu à la mode, si on va un peu sur les Youngtimers. C'est l'offre et la demande en fait, c'est un peu comme dans tous les secteurs. Plus il y a des demandes sur un véhicule, et plus l'offre forcément elle va monter. Okay. Donc ça va être vraiment sur le côté un peu Youngtimers. On va avoir aussi les moteurs que j'appelle en voie de disparition. Donc tout ce qui est moteur atmosphérique, les V8 atmosphériques, les 600 lignes, les V6. Maintenant, quand on voit les véhicules d'aujourd'hui, ça va être couplé à de l'hybridation ou du véhicule électrique. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui veulent retrouver la sensation d'un V8 atmosphérique. Si on prend l'exemple de Ferrari, par exemple, là on voit que
tous les moteurs Ferrari à V8 atmosphériques prennent de la cote tous les jours. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, Ok. c'est fini. On n'en voit plus. Si on prend l'exemple d'une 458 Speciale, qui est le dernier V8 Atmo de chez Ferrari en version sportif, on va dire, enfin ultra sportif, c'est un véhicule qui a pris pas loin de 100 000 euros en un an. Ok. Parce que bah, forcément, la demande a explosé, donc l'offre, bah, forcément, ça suit, quoi. Donc il y a cette part déjà ça. Et il y a le marché de l'occasion aussi qui est en constante évolution. Mais ça, c'est pas une question un peu de recherche, choses comme ça. Ça va être, on va dire, une question par rapport aux fameuses lois qui sortent aujourd'hui un peu sur l'écologie, on va dire ça comme ça. Les fameux malus. Voilà. Oui. Donc les malus, aujourd'hui, quelqu'un qui achète un véhicule neuf, qui veut se faire un peu plaisir, tout de suite, on arrive sur des malus qui sont très 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 chers. Donc maintenant, avant qu'on paye un malus de 10 000 euros, on trouvait ça que c'était inadmissible, c'était honteux. Maintenant, quand on lance un malus de 10 000 euros, on est presque, bah ça va, quoi. Parce que maintenant, on est sur des malus à 30, 40, 50, 60 000. Donc les gens, 10 000 euros, ça les choque plus. Mais ce qui se passe, c'est que les marchés, en fait, de l'occasion, lorsqu'un client achète son véhicule neuf, il va payer un malus. Donc par exemple, je sais pas, à titre d'exemple, il achète un véhicule 100 000, il paye 60 000 euros de malus, Oui. le véhicule lui revient à 160. Et ben lorsqu'il va vouloir le revendre dans un an ou deux, il va vouloir récupérer une partie de son malus. Et en fait, c'est ça Wow. qui fait aujourd'hui le nouveau marché. Ok. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont se dire dans la tête, ils n'ont pas payé 100 000 la voiture, ils l'ont payé 160 000. Donc du coup, ils vont l'afficher à 130, 140. Ok. Donc, du coup, ce qui fait que toutes les autres voitures qui vont arriver sur le marché, elles vont se retrouver au même prix. Et ce qui fait que les anciennes générations, par exemple, si on prend de la RS3, les dernières RS3, aujourd'hui en France, si on en veut une, c'est presque 150, 160 000 euros la voiture, quoi. Pour une RS3, enfin bon, à un moment donné, j'aime bien la voiture, mais je ne les mettrai jamais. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, au lieu d'acheter le nouveau modèle, ils vont se répercuter sur l'ancien. Donc forcément, comme la demande va augmenter, l'offre va monter. Ok. Donc c'est mathématique, mais et c'est vrai que c'est très compliqué. Aujourd'hui, on voit que nous, sur le marché de l'occasion, on a un problème, en fait, c'est qu'on s'est fermé les portes, on va dire, à l'export. Parce que forcément, un véhicule, si j'ai un C63S à vendre, un GLC 63S à vendre, qui est de 2021, première main, acheté neuf en France chez Mercedes, je suis complètement hors marché par rapport à la même voiture en Allemagne ou au Luxembourg. Ok. Ah bah oui, c'est en fonction. Voilà, et tout simplement parce qu'ici, le marché en France, sur l'occasion, on va être sur des véhicules entre 100 et 110 000 euros, alors qu'au Luxembourg, en Allemagne, on va plus être entre des 80 et 90. Et parce qu'ils n'avaient pas le malus à la base. Donc en fait, nous, on peut plus vendre, ou des moins compliqué de vendre du véhicule à l'export, quoi. Mais est-ce que vous importez par contre pas mal de véhicules? Alors, je peux. C'est pas... ça m'est arrivé d'en importer, bien sûr, mais effectivement, maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué aussi par rapport au malus. Avant, c'est vrai qu'on arrivait à faire des affaires, faut dire ce qui est. Bon, après, nos pays voisins se sont rendus compte aussi un petit peu qu'on gagnait un peu d'argent sur leur dos, donc ils ont un peu resserré les vannes aussi, mais c'est sûr que j'en fais encore. C'est-à-dire que je fais encore des recherches personnalisées. Donc quelqu'un qui vient et qui me dit voilà, je veux telle voiture, avec telle option, tel budget, je peux le faire. D'accord. Et j'ai des partenaires en fait qui sont en France, qui sont en Allemagne ou au Luxembourg. Donc je peux aussi piocher en fait dans un réseau de partenaires dans leur stock pour trouver le véhicule. Et les partenaires, comment ça se passe? C'est vous qui les avez choisis, vous avez négocié? Ouais, en fait c'est du réseau tout simplement. C'est un monde qui est assez petit, en fait, il faut discuter, il faut parler, il faut dire voilà, moi j'ai un garage à tel endroit, si on demande une voiture, est-ce qu'on peut travailler ensemble, j'ai des véhicules que j'ai ici à la vente, que je partage avec aussi des partenaires luxembourgeois. Ok. C'est-à-dire que comme ça permet de l'exposer sur une part au Luxembourg et une part en France aussi. Oui, c'est un partenariat, c'est ça. C'est un partenariat en fait, voilà, c'est de se dire, comme ça il y a une double diffusion. Et puis après c'est donnant, quoi, voilà, c'est toujours pareil, on s'arrange. Et puis quand il y a une demande de recherche, au moins c'est des partenaires qui sont fiables, entre guillemets. J'en ai un très bon aussi qui est en Alsace, avec qui je fais toutes les Ferrari. Ça se passe très bien. Quand on demande une Ferrari, je sais que c'est vers lui, chez qui je vais aller directement. Parce que toutes les voitures que j'ai faites avec lui, j'ai jamais eu de soucis, il peut les vérifier, il peut les entretenir. Donc voilà, je vais amener le client, il va venir avec moi. Et au moins le client est rassuré parce que je l'amène chez quelqu'un
que je connais, et puis là-dessus, normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Mais sans parler des partenaires, est-ce que les gens qui soit vous demandent de vendre leur voiture ou soit qui vous achètent les voitures, est-ce que c'est pas des cercles un peu plus restreints? Je sais pas si vous m'avez compris, mais on croirait que dans ce monde-là, un peu tout le monde se connaît et que tout le monde tourne un peu autour de tout le monde. Ou alors vous touchez vraiment beaucoup de monde. Bah, après, là, pour l'instant, moi, je suis ouvert que depuis le mois de mai, donc oui. j'ai pas encore trop de recul. Mais non, moi, j'essaie justement de pas être fermé. Oui. Moi, je veux vraiment ouvrir à tout le monde. C'est pour ça que des fois, j'ai des gens qui passent devant le garage, ils regardent à travers la vitrine, je les fais rentrer. Enfin, je leur dis, venez, c'est un showroom, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. J'ai aussi des voitures de collection. Enfin, voilà, ça permet, les gens ils viennent, ils sont contents, et puis c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir chez moi, mais qui n'a peut-être pas forcément les moyens, ou qui ne veut pas forcément acheter de voiture, peut-être qu'il connaît quelqu'un, ou voilà, qui va dire, ah bah tiens, je vais en parler à mon cousin, il aime bien les bagnoles, puis je sais qu'il a une Mercedes qu'il aimerait bien vendre, enfin, et j'essaie de m'ouvrir en fait un peu à tout le monde. Je suis pas fermé à ce que ce soit vraiment un cercle privilégié qui puisse acheter une voiture chez moi. C'est vraiment un petit cercle et que ça... Ah non, pas du tout, c'est malheureusement un peu ce que peut dégager les garages un peu premium, on va dire ça comme ça, mais moi c'est vraiment, je veux vraiment casser les codes en fait. Et il faut se fermer à rien, quoi. Même des gamins qui viennent chez moi prendre en photo des voitures, je les envoie pas chier, quoi, parce que je me dis, peut-être que le gamin, il a un papa, il a un oncle, enfin voilà, il a une famille, il a des amis, et forcément, s'il est bien accueilli, ou peut-être que le gamin aujourd'hui qui a 15 ans, dans 10 ans, il gagnera très très bien sa vie, et puis je serais content qu'il vienne chez moi acheter une voiture, parce qu'il aura eu un bon souvenir à l'époque, quand il était venu chez moi, qu'il avait été accueilli, que je l'ai fait monter dans une voiture, qu'il avait les yeux en étoile, enfin... Comme je dis toujours, je suis un passionné à la base, donc moi quand j'étais gamin, quand je voyais une Porsche, une Ferrari, j'ai un confrère qui est pas loin d'ici, quand je passais devant sa concession, j'avais les yeux en étoile, quoi. C'était un rêve en fait de pouvoir monter dans des voitures comme ça. Donc aujourd'hui, moi ça me fait plaisir justement de pouvoir partager en fait, tout simplement. C'est un peu ce que je recherche en fait. Et en ce qui concerne l'entretien des voitures, vous le faites aussi sur place? Alors moi je fais pas l'entretien sur place, par contre c'est pareil, c'est via toujours un réseau de partenariat. Donc j'ai un très bon garage qui est pas loin d'ici, Carving Auto, et qui fait de l'entretien toute marque et qui connaît très très bien les Porsche aussi, les Ferrari, enfin toutes les BMW, les Mercedes. Donc c'est avec lui que je fais les entretiens. Ou alors, s'il faut aller en concession, j'amène les voitures en concession, on fait les révisions, les entretiens, enfin voilà, j'essaie vraiment de faire un package complet en fait. Oui, parce que toutes les voitures qui rentrent ici, vous les faites vérifier quand même? Oui. Oui. Elles sont vérifiées, alors déjà, moi je les vérifie déjà en amont, c'est un peu le principal. Après, de toute façon, généralement, c'est pareil, tout à l'heure quand on parlait des véhicules que je pouvais refuser, quelqu'un qui vient, qui m'amène par exemple, je prends l'exemple d'une Porsche, parce que la Porsche, on va dire, les Porschistes, ils sont assez droits, on va dire ça comme ça. Une Porsche qui vient, qui me dit, voilà, moi j'ai une Porsche, par contre j'ai pas d'historique, j'ai pas de carnet d'entretien, j'ai rien. Ça va être compliqué. Enfin, voilà, je connais pas la voiture, alors qu'à partir du moment où on a un historique, on a un suivi, on a des factures, à partir de là, la voiture, on peut la vérifier, on n'a aucun souci, quoi. Oui, donc vous quand même promettez une certaine qualité dans vos ventes. Oui. C'est le but en fait, parce que sinon n'importe qui peut aller sur le bon coin et puis acheter sa voiture. Hein. Donc moi ce que je veux c'est vraiment amener le service de quelqu'un qui veut vendre sa voiture mais qui n'a pas envie d'être emmerdé par les questions que j'ai au jour le jour. Mais quand on vend sa voiture, c'est vrai qu'on a des questions. Alors au début on aime bien répondre, une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment quand ça fait 5 fois qu'on dit la même chose, des fois... Quoi comme question par exemple? On a un exemple peu marre. Les questions, ça va être toujours les classiques. Est-ce que c'est une première main? Est-ce qu'elle a été suivie en concession? Est-ce que je peux avoir des photos supplémentaires? Il y a déjà 50 photos, mais on demande quand même des photos supplémentaires. Ça, c'est un sport national, quoi. Donc, forcément, c'est toutes des petites choses que moi, ça fait partie de mon métier, donc je le fais. Mais c'est aussi pour ça que je suis payé, entre guillemets, c'est de le faire. Mais un particulier, voilà, qui vend son véhicule, des fois ça peut être un peu complexe, surtout sur des véhicules plus typés premium, quoi. Et puis au moins, quand la personne elle vient chez moi
bah, elle sait voilà, qu'elle parle à un passionné, je connais la voiture, je sais quoi regarder, je sais comment la mettre en avant, je sais tous les petits points en fait qu'il faut pouvoir mettre en avant pour vendre le véhicule. Ok. Déjà parce que bah, voilà, il va y avoir une annonce professionnelle qui va être faite, j'ai un coin où je fais mes reportages photos, donc pour faire des belles photos, des belles annonces. Là j'ai le showroom aussi où je peux mettre en exposition le véhicule. Alors j'ai des véhicules qui sont en showroom, en expo, mais je ne suis pas fermé non plus à ce que des clients gardent les véhicules chez eux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils viennent, on fait une étude du marché, on regarde comment on peut vendre le véhicule. Derrière, on se met d'accord, moi je fais les photos, je fais l'annonce, et ils repartent avec la voiture. Ok. Des fois parce que bah, ils l'utilisent, hein, parce que, voilà, ils ont besoin d'aller au travail ou n'importe quoi, donc il faut bien qu'ils roulent avec. Ou aussi tout simplement des fois parce que bah, ça peut arriver que ça soit bah, aussi des personnes, bah, c'est leur voiture, c'est leur bébé, et ce que je comprends à 100% parce que moi je suis un peu pareil, et bah, ils préfèrent l'avoir dans leur garage sous leur bâche plutôt que de l'avoir ailleurs, savoir qu'elle n'est pas chez eux, ça peut des fois les embêter, mais ce que je comprends totalement, et quand c'est comme ça, bah, si un jour j'ai un appel ou une demande particulière sur son véhicule, et bah, je l'appelle, il me dépose le véhicule, et ensuite bah, là, je fais la présentation du véhicule, quoi. D'accord. Mais au moins, voilà, je suis pas fermé. Et puis aussi parce que bah, malheureusement, des fois, je peux pas pousser les murs. Donc Oui, quand ouais, j'ai c'est plus de vrai que ça place, prend au bout d'un une place moment, énorme. voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué aussi. Et voilà, au moins, il y a les deux solutions. Moi, en fait, je suis pas fermé. Même quelqu'un qui me laisse sa voiture en showroom ici, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'elle est ici que ça y est, il faut plus qu'elle bouge. Oui. Ils veulent se faire un week-end sympa dans les Vosges, je sais pas quoi, ils veulent prendre la voiture, bah, ils m'appellent, ils viennent chercher la voiture. C'est leur voiture, donc je peux pas les empêcher de prendre leur voiture. Après, s'il y a un rendez-vous, bon, bah, c'est compliqué, je peux pas faire autrement, mais chacun fait ce qu'il veut de sa voiture, quoi. Je suis pas fermé, quoi. Mais en parlant de ça, justement, parce que j'ai vu sur vos réseaux sociaux qui sont assez actifs, que Mm. vous conduisez certaines des voitures qui sont ici. Ouais. Ils vous autorisent à les autoriser ou c'est pendant les livraisons, Alors, ce genre de choses? Il y a effectivement, ça va être souvent pendant les livraisons ou pendant les préparations. Après, j'ai des véhicules en fait où j'ai fait certaines recherches personnalisées. Donc, ça m'est arrivé de faire une ou deux collections pour un ou deux clients avec qui on s'est plutôt lié d'amitié, on va dire ça comme ça. Donc, qui eux me donnent l'autorisation, voilà, de pouvoir prendre les véhicules pour des événements type bah, le Grand Est Supercar. Donc, GE Supercar avec qui je travaille beaucoup. Donc nous on va faire justement, on va mettre en avant un peu les véhicules, je vais aller sur ces événements, on va faire des vidéos YouTube, on va faire plein de choses. Et autrement, après, pour tout ce qui est dépôt-vente, généralement les voitures, elles roulent jamais. C'est-à-dire que moi je ne me permets pas de les sortir comme ça parce que le véhicule ne m'appartient pas. Et, ou alors, si c'est le cas, le client il est au courant. Ok. Si j'ai un événement où je peux mettre 2-3 voitures en expo, en fonction de l'événement que c'est, je vais passer un petit coup de fil, je vais dire voilà, demain j'ai un événement à tel endroit, j'ai possibilité de mettre votre voiture en exposition, il y aura un peu de passage, ça permet de, on sait jamais si quelqu'un est intéressé, est-ce que vous m'autorisez, oui ou non. Par contre, je le ferai jamais sans son autorisation. De toute façon, c'est pas compliqué, moi quand je signe un mandat de vente, je note le kilométrage du véhicule à réception. Oui. Donc ça veut dire que si le jour où il m'a récupéré sa voiture, il y a 500 bornes en plus, je serais cramé. Donc dans tous les cas, c'est pas dans mon intérêt. C'est mon image. Comme je dis, voilà, c'est une image premium que je veux apporter. Donc je veux que le client, quand il laisse sa voiture ici, il ait une confiance totale. Voilà, il se dit, voilà, ma voiture, je sais qu'elle est en sécurité, je sais qu'elle sera entretenue. De temps en temps, je les sors un peu dehors. De temps en temps, je les démarre aussi un petit peu parce que c'est important. Il faut quand même les faire tourner un petit peu. Quand il y a un peu de poussière, de choses comme ça, voilà, je vais les relaver un petit coup. Enfin, ouais, elles sont quand même entretenues. Mais par contre, de là, en prendre une un vendredi soir pour la non-600 et puis faire 3 fois le beau place Saint-Èvre, non, ça je le ferai jamais. Elles restent longtemps, souvent les voitures ici? Ou non, ça change? Ça dépend. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend un peu le type de véhicule. Il n'y a pas trop de règles, des fois. Le top, c'est 1 mois. Ok. Le top du top, c'est 1 mois, c'est elle rentre, elle ressort. Après, moi, mes mandats de dépôt-vente, c'est 3 mois d'exclusivité. Après, généralement, si la voiture n'est pas vendue au bout de 3 mois, c'est que j'ai mal fait mon job, hein, déjà, premièrement. 2, il y a un problème peut-être de prix. Ou 3, le marché n'est pas bon. Voilà, Pourtant, ça paraît peut court, arriver. 3 mois pour vendre une voiture. Bah, ça dépend Non, c'est un peu la moyenne. Hein. En moyenne, en France, ouais, les véhicules, c'est un délai de 2-3 mois pour les vendre sur le marché de l'occasion. Ok.
Oui. Autrement, après, non, après, ça dépend toujours des voitures aussi, c'est toujours pareil. Une Ferrari F430 Spider qu'on va rentrer en octobre-novembre, bon, on sait qu'on va potentiellement plus la vendre quand les beaux jours vont commencer à revenir. Et encore, quoique, des fois, les gens les achètent avant, parce qu'ils savent qu'ils peuvent négocier le prix à cette période, plutôt que quand les beaux jours vont venir, où là, il y aura des demandes, donc ça, c'est différent. Mais après, des fois, il y a des véhicules où je vais pas avoir de touche pendant un mois, et le mois d'après, j'ai 3 acheteurs en même temps dessus. Pourquoi? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Voilà, ça c'est bien souvent les véhicules que j'ai vendus, j'avais en moyenne entre 1 et 2 acheteurs en même temps dessus, quoi. Ah oui. Alors pourquoi, je sais pas, mais ça c'est inexplicable, mais... Ah, tant mieux. Voilà, oui, bah c'est bien. Bah, après, c'est que pour négocier, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que forcément, la personne qui veut négocier, si vous ne la voulez pas, l'autre derrière, il la prendra, donc un peu plus facile. Mais les saisons, elles jouent beaucoup sur les ventes des voitures? Ouais. Ah ouais. Non, ouais, ça joue. Le plus difficile, c'est le mois d'août. Il n'y a pas de secret, comme dans tous les domaines. Le mois d'août, tout le monde est à la plage. Donc, voilà. Alors, par contre, à côté de ça, on va recevoir beaucoup de messages. Beaucoup de messages sur mon camp. Est-ce que tout le monde est en vacances? Donc, tout le monde est sur sa tablette le soir et tout le monde s'amuse à envoyer des messages. Donc là, on va avoir beaucoup de demandes, voilà, d'informations, de choses comme ça. Après, généralement, la meilleure période pour vendre des voitures, ça va être on va dire mai, juin, juillet. Ah oui, mai, juin, juillet, voilà, c'est 3 mois généralement qui sont très forts. Le mois de juin, c'est le mois le plus fort généralement, parce que c'est, on va dire, c'est un peu le début de la période estivale. Les gens vont se dire, tiens, on va partir en vacances. Est-ce qu'on changerait pas de voiture? Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui se trament. Et puis ensuite, ça va dépendre des véhicules, voilà, tout simplement. Là, on sait qu'on va arriver plus dans une période où je vais potentiellement vendre peut-être plus de la berline, du break ou du SUV par rapport à l'hiver qui va arriver, enfin si on a un hiver. Mais voilà, par rapport à la météo qui arrive, c'est sûr que je vais moins vendre du roster là. Enfin, encore, on a un peu un été indien, donc ça va. Mais en novembre-décembre, c'est pas là où je vais vendre un Boxster, quoi. Oui. Enfin, ça se peut, mais c'est... Mais c'est plus rare. Voilà, c'est plus rare. J'aurai plus de chances de vendre un Macan qu'un Boxster, quoi, voilà. Sur le papier. Après, c'est toujours pareil, ça change. Et du coup, on parlait des événements tout à l'heure, mais vous en faites un peu pour vous faire connaître? Du coup, ouais, je fais alors pareil, là, depuis que je me suis créé, je fais le grand test supercar, du coup. Donc ça, je le faisais même avant d'avoir Deal for Speed. Oui, par passion. Avant, ouais, voilà, par passion. Moi, à titre perso, avant, j'avais une Skyline R34. Ok. Donc j'allais à l'événement avec la voiture là. Après, avant d'avoir le garage, j'étais courtier automobile. Donc j'avais pas le garage, mais je travaillais de chez moi, je faisais que de la recherche perso. Donc j'allais justement à l'événement où j'allais présenter les véhicules que j'avais trouvés. Par exemple la GT3, les Ferrari, tout ça viennent beaucoup de là. Donc voilà, donc ça le grand test, je le faisais beaucoup, enfin je le fais beaucoup. Après je suis aussi dans un club automobile sur Nancy qui est un club privé qui s'appelle le Monté Factory. Donc en fait c'est un club auto, mais en même temps c'est un peu un club affaires où il y a une soirée par mois. On adhère au club, alors il y a c'est des soirées à thème et il y a aussi un côté conciergerie. Donc les gens peuvent aussi garder leur voiture dans le club s'ils le souhaitent. Et il y a une soirée par mois et du coup, voilà, on se rejoint tous là, on discute un peu de tout et de rien. Et puis on met les voitures en avant parce que voilà, le but c'est de parler bagnole quand même, c'est le truc numéro 1. Mais voilà, c'est ce qui permet aussi de faire connaître un petit peu le garage, quoi. D'accord. Et puis après, les événements, petit à petit, ça viendra par la suite, quoi. Ok. Le temps tourne, mais ce que je propose, c'est que vous pouvez nous présenter 3 voitures. Vous choisissez 3 voitures dans tout votre showroom et vous pouvez les présenter. Ok, on va faire ça. Ok, parfait. Let's go. Bon, on se retrouve pour présenter les voitures maintenant. Oui, tout à fait. On a choisi 4. Ouais, on n'a pas réussi à faire de choix. Ouais, c'est compliqué, mais bon, on va essayer de faire à peu près ce qu'on s'est dit justement avant, de présenter un peu une partie de chaque. Donc là, justement, on va commencer par celle-ci, la S3. Donc typiquement, voilà, donc c'est une voiture qui est plutôt typée premium. C'est un beau véhicule. Il y a 300 chevaux. C'est pratique aussi. Il y a quand même du 5 portes. On est sur du full option. On a de l'intérieur cuir. Et puis on est surtout sur un budget à moins de 30 000 €. Ok. Donc c'est vraiment voilà, pour montrer que voilà, quelqu'un qui vient chez moi, il n'est pas forcément obligé de claquer 100 000 € pour avoir un véhicule. Donc ça typiquement, voilà, donc ça c'est un véhicule donc, qui a toujours été entretenu en réseau Audi. Donc j'ai tous les justificatifs, j'ai tout l'historique.
Et puis les pneus sont neufs, enfin il n'y a rien à prévoir en fait, c'est vraiment Allez, du... nickel. Allez, nickel. Voilà, il y a juste à prendre la clé et à partir avec. Et puis c'est plutôt sympa, hein. Franchement ça marche super bien. Il y a quand même 300 chevaux en quattro. Ouais. Pour avoir testé la RS3, il n'y a pas une grosse différence hein, entre les deux. Hein. Alors effectivement là on n'est pas sur le 5 cylindres. Le 5 cylindres RS3 forcément il y a le son, il y a tout ce qui va avec. Mais par contre niveau performance, franchement on s'en rapproche beaucoup. Ok. Moi j'aurais pas pensé... Non, si, franchement, mais ça, c'est. Moi, je trouve que les véhicules là, enfin, pour moi, c'est un peu un délit parfait, quoi. C'est. Franchement, on peut rouler tranquille avec, on peut aller faire ses courses, et puis de temps en temps, quand on veut s'amuser un peu, on peut mettre pied dedans, et puis ça, c'est top, quoi. C'est vrai que ça fait très voiture familiale, malgré tout. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est pas non plus du gros SUV, mais. Une famille, voilà, qui a 2 enfants, enfin, il y a 5 places, c'est une 5 portes, il y a un coffre. Voilà quoi, ça permet de... ça change un petit peu quoi. Et puis elle est surtout très bien optionnée quoi. Elle a quoi comme option? Bah là du coup celle-ci elle a tout ce qui aide à la conduite, maintien dans la voie, les régulateurs de vitesse, le maintien, comment on appelle ça là, régulateur adaptatif. Ouais. Elle a les phares X LED, Matrix, Audi. Ils ont tous des noms différents, alors des fois ça devient un petit peu compliqué. Et puis voilà quoi, deux, trois choses plutôt qui sont bien quoi. C'est une de quelle année? Celle-ci c'est une, je dis pas de bêtises, c'est une 2015. Ok. Et elle a 96 500 km. Ok. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a aussi le toit ouvrant. Et ça c'est de plus en plus demandé maintenant les toits ouvrants. Ah bon? Ah ouais, autant avant les gens, bon un toit ouvrant c'était pas obligatoire. Maintenant ils veulent tous un toit ouvrant. Enfin moi je le vois, c'est la première question qu'on me pose, est-ce qu'il y a un toit ouvrant? Bon. Donc c'est bien quand elle l'a. Ça se voit pas qu'il y en a un? Non, parce qu'il est noir. Sur certaines voitures, c'est très choquant, ouais. Et c'est pas très esthétique. Oh non, là, il est vraiment fondu en fait dedans, quoi. Un peu panoramique, quoi. Ouais, c'est bien. Puis la boîte automatique, le GPS, le Bluetooth, enfin, tout ce qu'il faut dans une voiture classique, quoi. Donc voilà, pour la petite S3. Là, on va changer. Bon, après, au passage, il y a le fameux GLC. La 330D qui est plus la voiture de papa, on va dire, un peu pressée et économique, on va dire ça comme ça. Mais celle qu'on peut mettre en avant aussi, c'est celle-ci. Donc ça, justement, tout à l'heure, on parlait un petit peu des cotes montantes. Donc ça, c'est un Mercedes SLK 55 AMG. Okay. Donc c'est des petits roadsters comme aujourd'hui, on n'en fait plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un V8 de 5,4 litres dedans. Ah ouais? Voilà. Okay. Donc on dirait pas comme ça, ça reste assez sage. Mais et puis celle-ci est vraiment dans un état exceptionnel aussi. Donc pareil, elle a tout son suivi Mercedes. Elle a 74 000 km. C'est très joli. Donc toujours entretenue en temps et en heure. Elle a tout le suivi, son carnet, les factures. Enfin, elle a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Et puis c'est vraiment, forcément, voilà, ça c'est vraiment du petit roadster sympa pour aller se promener. 360 chevaux. Ça fait un son vraiment plus qu'agréable. Le fameux V8, hein, le V8 AMG. Et juste quand même montrer même si ça se verra pas à la radio, mais faire un point juste sur la partie compartiment moteur. Ah oui. Donc voilà un petit peu la bête. Donc là on se rend compte que voilà, on n'est pas sur un SLK 200 classique. Et de toute façon, je pense qu'il ne voulait pas mettre plus gros parce que sinon ça passait plus. Voilà. Oui, dans tous les cas, là, c'est le moteur, il prend la place du tout le compartiment. Et ça, voilà, c'est typiquement des modèles qui restent encore aujourd'hui abordables. Ça, un véhicule comme ça, on est sur 35 000 €. Ah oui, ok. Donc c'est pas non plus. Ouais, ça pour moi, très honnêtement, je pense que c'est des véhicules qui vont continuer à grimper. Moi, je pense que c'est des véhicules qui peuvent être dans 5-10 ans, pas loin des 40-50 000 €, je pense. Ok. Si elle continue à être entretenue comme elle l'est aujourd'hui, si les entretiens sont toujours faits correctement, si elle est toujours utilisée comme il le faut, il n'y a pas de souci. Sachant que celle-là, en plus, elle a les thèmes, n'importe quoi, les sièges bicolores. Elle a le chauffage de la nuque aussi. Ah oui, ok, ça, les petites aérations. Ouais, c'est ça. Okay. Donc ça permet en fait de pouvoir rouler en cabriolet. Et pas avoir trop froid. Voilà, c'est ça. Avoir quand même le petit chauffage dans la nuque, voilà, qui vient un petit peu
chauffer tout ça, quoi. Je n'avais jamais vu ça encore. Bon, après, par contre, voilà, on est sur des modèles de 2005. Donc, bon, la boîte automatique, on n'est pas sur du double embrayage, hein, on va être sur du simple embrayage. Là, l'écran, il est pas tactile, d'ailleurs. Il n'est pas tactile du tout. Il n'y a pas d'Apple CarPlay, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, on est sur... Enfin, moi, ce que j'appelle des vraies voitures, quoi. Oui, c'est pas bourré de quand à trop l'époque, d'écran. voilà, on savait encore faire des vrais véhicules marrants, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus, quoi. Ça se vend bien, les décapotables. J'ai l'impression que c'est pas trop... Eh ben, les gens, en fait, aujourd'hui, alors, il faut savoir qu'on vend plus de décapotables dans le nord que dans le sud. Ah bon? Ouais. Alors, Parce que dans le sud, il fait tellement chaud que tous ceux qui ont les cabriolets, ils ont les capotes fermées avec la clim. Et ici, on a tellement peu de soleil que quand on en a, en fait, on est content, on veut tout enlever. Donc, en fait, les gens avec des capotes, ils sont contents. Donc, les gens, ouais, de plus en plus, quand même, surtout les petits roadsters comme ça. Ça, c'est vraiment typiquement la petite voiture balade, voilà, du dimanche pour aller se promener. Donc, le petit cabriolet. Et puis, bon, après, moi, j'adore les cabriolets, donc je ne peux pas non plus être objectif. Mais moi, je trouve que le cabriolet, c'est vraiment une sensation de liberté, en fait. Oui. C'est un peu comme sur une moto. Voilà, j'ai l'impression, c'est un peu le même ressenti, en fait. On n'est pas enfermé, on est vraiment libre. On se sent bien. Bon, si on ne met pas la casquette, on le sent à la fin de la journée. Mais sinon, non, c'est cabriolet. Non, il y a quand même de la demande. Hein. Mais elle est étonnante, hein, cette voiture. Elle est toute petite, toute mimi, et on ne croirait pas qu'il y a ça sous le capot, quoi. Ouais. Ah ouais, non, si, franchement, c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, ça me fait rire. Là, du coup, on passe un peu sur autre chose. Bon, on peut présenter les deux d'un coup en large, parce que c'est les deux mêmes modèles. Donc là, voilà, donc un peu l'autre segment que je représente aussi, donc la partie plus luxe. Donc là, on est sur deux Ferrari F430. Donc il y a une Spider et une coupée. Donc ce qu'on peut dire sur les véhicules, alors ça c'est des véhicules pareil, Ferrari c'est très très compliqué, on va dire au niveau des options, il n'y en a jamais une qui est pareille, généralement. Là celle-ci par exemple, si on prend l'exemple de la Spider, c'est vraiment un véhicule qui pour l'époque en fait a été configuré full option. Donc juste sur l'extérieur, elle a alors ce qui peut paraître bête, mais aujourd'hui à l'époque c'était rare, les radars à l'avant et à l'arrière, pour les stationnements. On a les freins céramiques, on a les jantes en challenge Stradale, donc ça c'est des jantes en fait qui sont rares sur les 430. Bon là la coupée elle est les mêmes, donc voilà, mais sinon c'est assez rare, c'est toujours des 430 plus les jantes en bâton classique, généralement un peu en étoile. Donc là c'est les jantes challenge Stradale qui étaient en option à l'époque. Et au niveau de l'intérieur, on va avoir donc des sièges baquets. Donc les sièges baquets carbone, pareil, qui était une option très chère à l'époque. Ils ont l'air confortables. Et ouais. J'ai connu mieux, mais oui, c'est pas non plus horrible, mais c'est pas c'est pas hyper confort, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même agréable. Il y a un bon maintien, on va dire. Ouais. Voilà. Et ensuite, à côté de ça, elle va avoir le cuir étendu sur le tableau de bord, le pack carbone complet, donc il va avoir le tableau de bord, la console centrale. Donc voilà, c'est toutes des petites options en fait qui à l'époque coûtaient cher et qui aujourd'hui fait aussi la valeur de la voiture. Mais celle-ci, ce qui fait vraiment sa valeur, c'est qu'elle a que 18 000 km. Oh wow, c'est peu. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un état un peu collection. Hein. C'est un véhicule qui a bientôt 20 ans. Parce que oui, les F430 ont bientôt 20 ans. Donc ça, c'est les gens. C'est étonnant alors d'avoir déjà des radars. Ouais. Bon, après, il y a certaines voitures, des options, ça me choque pas. Hein. Si on prend les vieilles américaines, elles avaient les sièges électriques, les vitres électriques. Là, j'en ai une, elle a le régulateur de vitesse, elle est de 80. Hein. Ok. Ah, donc, pourtant, premier régulateur de vitesse, nous, c'était en 2006. Oui, c'est arrivé tard. Ouais. Enfin, ça s'est répandu tard. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour les deux Ferrari, donc la part un petit peu plus haut de gamme et prestigieuse que je représente. Et pour revenir sur le côté un peu atypique, j'ai la partie un peu collection qui est ici. Et il y a une voiture moi qui me fait de l'œil et puis que j'aime beaucoup. C'est la BMW 30, donc celle-ci. Donc c'est une 325 iX, donc X comme 4 roues motrices. Ah, ok. Donc c'était un peu les premières 4 roues motrices en fait qui étaient sorties chez BM. Et la voiture là en fait a 80 000 km.
Donc, elle est neuve, enfin voilà, elle est comme sur le papier, vraiment, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. La voiture, elle a toujours été entretenue chez BMW. J'ai tout le dossier complet. Donc, j'ai toutes les factures BMW, j'ai le bon de commande BMW. Et puis, bah, ce qui est sympa, voilà, c'est que c'est vraiment les voitures des années 80, quoi. Donc, la E30 coupée avec l'auto-ouvrant manuel, les vitres électriques. Bon, il n'y a pas de climatisation, hein, Oui, voilà, bah, mais, mais par contre, voilà, il y a quand même la direction assistée. C'est un 600 lignes, 170 chevaux, donc ça marche quand même plutôt bien. Oui. Et c'est vraiment un véhicule, voilà, qui en était exceptionnel, quand même au niveau de la peinture. Enfin là, elle a une couleur bleue. Elle a été refaite, la peinture? Non. Ah ouais, c'est la peinture d'origine? Ouais. Ah oui, non, vraiment, elle est dans un état exceptionnel. Il y a encore l'autocollant d'origine, voilà, la nouvelle BMW à suivre. Elle est vraiment impeccable. Elle est vraiment neuve sur le papier, quoi. C'est fou, c'est tellement rare. Et même à l'intérieur, enfin, on est vraiment... Les sièges, il n'y a aucune déchirure, le tableau de bord, il n'y a aucune rayure, enfin voilà, on est... Ah oui, le toit manuel. Ouais, le toit ouvrant. Et ça, c'est assez marrant, parce que c'est vrai que c'est des voitures qu'à une époque, en fait, quand on les voyait dans la rue, je dis pas qu'on se foutait presque de la gueule de ceux qui les avaient, mais c'était la vieille BMW, c'était moche, personne n'en voulait. Vite, ça partait à la casse quand il y avait la prime à la casse à l'époque. Alors que maintenant, quand on se met dedans, qu'on la conduit, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de plus, en fait? Première fois que je l'ai roulé, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on s'embête à aller toujours plus loin dans la technologie des voitures, au conduite autonome et tout? Là, on a un moteur, un volant, une boîte de vitesse, du kiff. Voilà, enfin voilà, la recette est là, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. C'est ça. Donc voilà un petit peu. Et celle à côté quand même, parce qu'elle est quand même incroyable. Ouais, celle-ci, elle attire beaucoup très l'œil. Ouais. atypique, hein. Ça, c'est une Chevrolet Fleetmaster de 1948. Donc c'est un véhicule qui a été restauré complètement. Donc ça, c'est vraiment de la conduite à l'ancienne, vraiment beaucoup à l'ancienne. Donc c'est vrai que c'est des voitures celle-ci, elle vient du Canada. Et c'est des véhicules qu'on voit souvent aujourd'hui à Cuba. Ok. À Cuba, en fait, ils ont tous des véhicules comme ça, hein, un peu les vieilles américaines qu'ils avaient récupérées des années 50. Et ça, donc on est sur un... Donc pareil, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, voilà, c'est un produit voilà, qui est vraiment top au niveau de la qualité, quoi. Tout est neuf, tout fonctionne. Alors bon, là-dessus, c'est une boîte manuelle avec les passages de rapport au volant. Ok. Donc la boîte n'est pas synchronisée. Donc en fait, il faut chercher les vitesses hein, quand on roule avec. Donc les 5 premières minutes, ah oui, ça doit être compliqué. Ça craque un petit peu, on va dire ça comme ça. Ah, et puis au bout d'un moment, à force de rouler, voilà, ça va un peu mieux, on commence à trouver un peu le pli. Mais c'est le genre de voiture, on ne peut pas rétrograder d'un coup si on arrive à un rond-point, parce que là, elle se met à hurler, hein, là, elle ne supporte pas. Il faut limite rétrograder, soit c'est un double débrayage, ou rien. Voilà, la vitesse elle ne passera pas, il n'y a rien à faire. Donc voilà, donc ça, voilà, un véhicule de 1948, restauré complètement. Pareil, voilà, c'est des véhicules qui sont atypiques. Ah bah oui, un petit peu, oui. Et celle-ci, elle attire beaucoup l'œil, hein, déjà par son orange pétant. Hein, le orange, franchement. Bah, en fait, voilà, c'est ça qui est un peu triste aujourd'hui aussi. C'est vrai qu'on regarde un peu, moi, dans mon garage, c'est gris. Bah, toutes les voitures d'aujourd'hui, elles sont grises, même en dans fait. La rue, hein, n'importe où, c'est gris. Hein. Bah, c'est ça. Sur la route, tout est gris. C'est du gris, alors qu'à l'époque, on aimait de la couleur. Là, voilà, c'est du orange, parce qu'on aime bien que les gens voient la voiture. La BMW, pareil, ça reste un bleu, bon, certes un bleu foncé, mais voilà, il y a quand même une couleur. Mais autrement, si on regarde les voitures récentes, on va être sur du blanc, du gris, du gris satiné, attention pour faire changer un peu de style. Ou du gris nardo, bon voilà, pareil, le gris nardo au début, tout le monde trouvait ça génial, c'était magnifique. Maintenant, tous les constructeurs peuvent faire un gris nardo. Donc c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que les voitures, elles sont un peu ternes. Et à contrario, le problème, c'est que moi, en tant que pro, j'aimerais bien avoir plus de couleurs. Oui. Et le problème, c'est que je ne les vendrai pas. Parce que c'est des gens, malheureusement, aujourd'hui, quand une voiture, c'est blanc, gris, noir. Voilà.
Et si on leur dit, bah, je sais pas, du rouge, chose comme ça, ah non, surtout pas, j'en veux pas. C'est triste. Ou alors, je dis pas que personne n'en voudra, mais c'est juste que là, on va arriver sur un marché de niche, quoi. Et du coup, forcément, pour la vendre, c'est plus compliqué, quoi. Peut-être dans les recherches personnalisées, ou vous êtes peut-être plus de Là, oui. couleurs. Oui. Oui, parce que là, c'est différent. Là, à la rigueur, là, on peut se faire plaisir, quoi. Oui. La personne, on sait qu'il la veut comme ça, donc là, oui, pas de souci, je vais y aller. Mais c'est sûr que si demain, j'aurais une S3 qui serait violette, Oui, elle va rester ici un peu plus longtemps. voilà, c'est différent, quoi. C'est dommage. Voilà, c'est clair. Après, il y a des petites pépites comme ça aussi, ça c'est marrant, ça, voilà, c'est des petites Toyota Yaris avec 260 chevaux dedans, en 4 roues motrices. Ça, c'est les délires de Toyota, ils nous sortent des hybrides toute l'année, puis un matin, ils se réveillent, ils se disent, tiens, on va faire une bête de course. On va éteindre tout le monde, on va prendre une Yaris, on va mettre 300 chevaux dedans, presque, et puis voilà. Bon, puis ils arrivent, ils nous pondent ça. C'est pas mal. Ouais, et ça marche très fort aussi, ça. 4 roues motrices, on dirait pas, mais c'est assez sympa. Bon, c'est du 3 cylindres. Seule chose qui peut être un peu dommage, on va dire, mais bon, ça marche plutôt fort quand même, quoi. Plutôt sympa. C'est tout léger, non? Ouais. Ça se voit. Ah oui, c'est une petite cacahuète, hein, de toute façon. C'est Et ce qui est marrant, c'est une 4 roues motrices, mais il y a un mode drift dessus. Ah ouais? Ouais. Je savais pas que. Donc, bon, j'ai jamais essayé, hein, parce que bon, voilà, je évité. Mais par contre, non, il y a un mode drift. Pour pouvoir justement s'amuser un petit peu à la mettre en travers, quoi. Sympa. Mais ça, c'est pareil, c'est un véhicule, je sais, 2023. Elle a 5000 km, celle-ci. Ah, pareil, elle est neuve. Incroyable. Mais là, typiquement, par contre, voilà, celle-ci, bah là, elle n'est pas immatriculée française. Ok. Pour l'instant. Du coup, c'est plus compliqué après pour la vente, faut faire des démarches ou... Non, ça c'est au niveau de la démarche, c'est pas un problème. Ça, après, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est le malus qu'il faut rajouter, quoi. Parce que même si c'est un véhicule d'occasion, le malus c'est la première immatriculation française. Donc dans tous les cas, il y en aura un. Alors après, là, il va être vu qu'elle est de 2023. La chance, c'est qu'elle n'est pas impactée par celui de 2024, là, qui représente 60 000 sur une voiture comme ça maintenant. Oh là là. Sur une Yaris, ça commence à piquer. Voilà. Là, on est sur du 10 000. Malus. Ça me paraît quand même un peu... Enfin, la différence est énorme, mais ça me paraît déjà très cher pour un malus. Oui, bah, pour être honnête, voilà, le véhicule-là avec malus inclus, c'est un véhicule qui sort à 55 000. Donc d'une année à l'autre, ça augmente très très vite là. Oui. Si vous avez dit que là c'est 10 000 et... Ouais. Waouh. Bah oui, bah cette année, je sais pas, ils ont pété un plomb. Ils se sont dit, allez, on y va. Ils essayent de décourager les gens. C'est ça. De plus en plus. C'est clairement ça. Bah, ça les encourage surtout à aller immatriculer leur voiture ailleurs, quoi. Donc, parce que celui qui a de l'argent trouvera une solution. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Le petit tour. C'est ça. Il est vraiment joli le showroom. Même sans les voitures. Oui, bah après, ouais. Tout est joli. Encore un petit peu à mettre. Après, il y a l'extérieur qui va être refait encore. Pour l'instant, l'extérieur, il n'est pas très accueillant, mais voilà, il va y avoir une plus grande porte, une nouvelle vitrine. Tout le bâtiment va être repeint en gris anthracite aussi, avec des nouvelles anciennes, quelque chose de propre, quoi. Que ce soit autant attirant de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, c'est important l'intérieur. Enfin, oui, bah l'intérieur était plus important. Après, l'extérieur, c'est important aussi, parce que bah, forcément, c'est comme ça que les gens s'arrêtent. Parce que là, bon, ça fait un peu le bâtiment un peu délabré avec une bâche dessus. Bon, ça le fait bof, surtout quand on veut mettre un peu des véhicules comme ça en avant. Mais bon. Donc voilà un petit peu la petite histoire. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. C'était une chouette émission. Merci d'être passé. Bah ouais, avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Racing Live. RCN, www.rcn-radio.org